Sous la lumière tamisée d'une maison de banlieue parisienne, Claire Dubois avance dans un silence lourd de chagrin. À 45 ans, cette employée de banque porte le poids d'un divorce douloureux et la perte de sa fille, Sophie, disparue il y a 3 mois dans ce qui semblait être un suicide. Dans leur demeure au volet de bois, où flotte l'odeur du pain frais et des lavandes du jardin, Claire s'accroche à une routine fragile. Son second mari, Marc Lefebvre, prépare un coq au vin avec soin, sa voix douce masquant une lueur étrange dans ses yeux. Une mélodie d'Édith Piaf s'échappe du vieux poste de radio, mais une tension sourde imprègne l'air. Antoine, le frère de Claire, appelle, inquiet, sentant un malaise. Quel secret se cache derrière la perfection apparente de Marc? Si c'est votre première visite sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette enquête troublante. Sous la lumière pâle de ce matin d'automne, la maison de Claire Dubois semblait retenir son souffle. Les volets de bois grinçaient doucement sous le vent parisien, et l'odeur des lavandes du jardin s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. 3 mois s'étaient écoulés depuis la mort de Sophie, sa fille de 17 ans, dont le départ brutal, attribué à un suicide, avait laissé Claire dans un brouillard de douleur et de questions sans réponse. Ce jour-là, pour la première fois, elle trouva le courage de pousser la porte de la chambre de Sophie, un sanctuaire figé dans le temps. Les murs, ornés de gravures délicates inspirées de l'art français, semblaient murmurer des souvenirs. Sur le bureau, des livres de Victor Hugo et de Simone de Beauvoir côtoyaient un carnet à la couverture usée, tandis qu'un petit autel, typique des foyers français, portait une bougie éteinte et un bouquet de chrysanthèmes fanés, symbole de deuil. Claire s'arrêta, le cœur serré, devant ce lieu où la présence de sa fille était encore si vive. Elle commença à ranger, chaque objet ravivant une douleur sourde, une écharpe en laine que Sophie portait lors des soirées fraîches, un recueil de poèmes annotés de sa main. Puis, en déplaçant un miroir ovale au cadre doré, un reflet étrange attira son regard. Quelque chose était fixé à l'arrière du verre. Ses doigts, hésitants, rencontrèrent un petit appareil noir, pas plus grand qu'une boîte d'allumettes, collé avec du ruban adhésif. Une lumière rouge clignotait faiblement, comme un œil mécanique qui observait en silence. Une caméra. Le souffle de Claire se coupa, son pouce accéléra. Qui avait placé cet objet dans la chambre de sa fille? Pourquoi? Une vague d'effroi la traversa, mêlée d'une curiosité morbide. Ses mains tremblantes détachèrent l'appareil, révélant une carte mémoire minuscule, presque invisible dans l'ombre du miroir. Dans le salon, où le tic-tac d'une vieille horloge comtoise scandait le temps, Claire inséra la carte dans son ordinateur portable. L'écran s'alluma, révélant une image granuleuse de la chambre de Sophie, filmée depuis l'angle exact du miroir. La date indiquait janvier, 3 jours avant la mort de Sophie. À 16h23, Sophie entra, son sac à dos glissant de son épaule. Elle semblait épuisée, ses yeux cernés, son visage vidé de cette lumière qui la caractérisait autrefois. Elle s'assit sur le bord du lit, les mains serrées sur ses genoux. Puis, un bruit de pas lourd résonna dans l'escalier. Marc Lefebvre apparut à la porte, vêtu d'un costume impeccable, un sourire doux mais étrangement froid sur les lèvres. « Sophie, ma petite, comment était l'école ?» demanda-t-il, sa voix mielleuse glissant comme une ombre. Sophie tressaillit, ses épaules se crispant, mais elle ne répondit qu'un « bien » à peine audible. Marc s'avança, s'assit trop près d'elle, sa main effleurant son épaule. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Mais il faut garder certains secrets, pour protéger ta mère. Elle a déjà assez souffert. » Claire sentit son estomac se nouer. Ce ton, cette proximité, cette menace voilée dans des mots si soigneusement choisis. Ce n'était pas le Marc qu'elle connaissait, celui qui l'avait charmé avec des dîners aux chandelles et des roses rouges pour la Saint-Valentin. L'homme sur l'écran était un étranger, un prédateur masqué par une façade de tendresse. Elle repensa aux derniers mois de Sophie, à ses silences, à ses regards fuyants qu'elle avait attribués à la rébellion adolescente. Était-ce possible qu'elle ait été si aveugle? La caméra, toujours active, semblait accuser Claire autant qu'elle accusait Marc. Qui avait installé cet appareil? Depuis combien de temps enregistrait-il? Et pourquoi Sophie n'avait-elle rien dit?
La réponse, Claire le pressentait, risquait de briser tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille. La lumière rouge de la caméra semblait pulser comme un cœur mécanique, un rappel insistant que la vérité, une fois révélée, ne pourrait être ignorée. Claire ferma les yeux, luttant contre la peur qui montait en elle. Si elle continuait à explorer ces enregistrements, elle risquait de découvrir un abîme qu'elle n'était pas prête à affronter. Pourtant, l'image de Sophie, seule et terrifiée dans cette vidéo, s'imprimait dans son esprit. Sa fille méritait mieux qu'une mère qui détourne le regard. Mais à quel prix? Dans la culture française, où l'honneur familial est une valeur sacrée, oser soulever le voile sur de tels secrets pouvait détruire tout ce que Claire avait construit. Elle reposa la caméra sur la table, ses doigts crispés autour de l'objet, comme si elle pouvait en extraire des réponses. Dehors, la pluie commença à tomber, un murmure incessant contre les vitres, comme une invitation à plonger plus loin dans l'obscurité. Cette découverte marqua un tournant irréversible. Claire ne pouvait plus prétendre que tout allait bien, que Marc était l'homme qu'elle avait aimé, que la mort de Sophie était un simple drame adolescent. Chaque seconde de cet enregistrement plantait une graine de doute, un fil ténu menant à une vérité qu'elle redoutait autant qu'elle la désirait. La maison, autrefois un refuge, semblait maintenant vibrer d'une menace invisible. Les pas de Marc résonnaient quelque part au rez-de-chaussée, et Claire sentit un frisson la parcourir. Était-il au courant de la caméra? Était-il celui qui l'avait placé? Ou pire, quelqu'un d'autre surveillait-il leur famille? Ces questions, comme des éclats de verre, s'enfonçaient dans son esprit, la poussant inexorablement vers une quête qu'elle n'avait pas choisie. La vérité, aussi terrifiante soit-elle, devenait une obligation, un devoir envers Sophie, dont la voix semblait encore murmurer à travers les murs de cette chambre figée dans le temps. Dans la cuisine de la maison parisienne, l'odeur du café s'échappait lentement du vieux moka en aluminium posé sur la table en chêne massif, un héritage de la grand-mère de Claire. Dehors, la pluie tombait en un crachin obstiné, frappant les vitres avec une monotonie qui semblait refléter le tumulte intérieur de Claire Dubois. La lumière grise de ce matin d'automne peignait des ombres sur les murs ornés de carreaux de faïence, vestige d'un temps où cette maison était un refuge de chaleur familiale. La caméra découverte dans la chambre de Sophie reposait sur la table, son voyant rouge éteint mais toujours menaçant, comme un accusateur muet. Claire fixait l'objet, ses doigts serrant nerveusement une tasse de porcelaine. Les images qu'elle avait vues au Sophie, épuisée, terrifiée, face à Marc et ses mots doucereux tournaient en boucle dans son esprit, mais une part d'elle refusait encore d'y croire. Était-il possible que Marc, l'homme qui avait redonné un semblant de stabilité à sa vie brisée, soit celui qui avait brisé Sophie? Elle ferma les yeux, cherchant à apaiser le chaos qui grondait en elle. Les souvenirs affluaient, insidieux. Marc, lors de leur premier Saint-Valentin ensemble, lui offrant un bouquet de roses rouges, leurs pétales soyeux contrastant avec la froideur de février. Marc, préparant un dîner aux chandelles, riant à ses plaisanteries, ses mains effleurant les siennes avec une tendresse qui l'avait autrefois réconforté. Ces moments semblaient si réels, si sincères. Comment pouvait-il coexister avec l'image de cet homme dans la vidéo, s'approchant trop près de Sophie, sa voix un mélange de douceur et de menace? Claire sentit une nausée monter en elle. Et si elle se trompait? Si elle projetait sa douleur sur Marc, transformant un mari aimant en monstre par un excès de chagrin? Accuser Marc, c'était risquer de détruire ce qu'il restait de sa vie, de salir la mémoire de Sophie avec des soupçons infondés. Dans la culture française, où l'unité familiale est un pilier sacré, une telle accusation était un sacrilège, un acte qui pouvait la laisser seule, exposée, sans encre. Pourtant, une autre voix s'élevait en elle, plus faible mais insistante, celle de la mère qui avait manqué à Sophie. Elle repensa aux derniers mois de sa fille, à ces silences pesants qu'elle avait attribués à l'adolescence. Sophie, qui autrefois partageait ses lectures de Victor Hugo avec enthousiasme, s'était murée dans un mutisme que Claire avait pris pour une phase passagère. Les souvenirs s'enchaînaient, Sophie évitant les dîners familiaux, prétextant des devoirs, ses yeux rougis qu'elle cachait derrière un sourire forcé, ses réponses évasives lorsque Claire demandait si tout allait bien. « C'est rien, maman, juste fatiguée, disait-elle, et Claire,
absorbée par son travail à la banque et son besoin de croire en une vie meilleure avec Mark, n'avait pas insisté. Une larme coula sur sa joue, chaude contre la froideur de la tasse qu'elle tenait. « Si j'avais écouté, si j'avais vu. » murmura-t-elle dans le vide, sa voix brisée par le remords. Elle posa la tasse et prit la caméra, la tournant entre ses mains comme si elle pouvait lui révéler la vérité sans qu'elle ait à affronter d'autres images. Chaque fichier vidéo sur cette carte mémoire était une porte vers un inconnu terrifiant, un pas vers un gouffre qu'elle n'était pas sûre de pouvoir affronter. Et si la vérité était pire que ce qu'elle imaginait? Si Mark n'était pas seulement coupable d'une intrusion malsaine, mais de quelque chose de plus sombre, de plus impardonnable? La pensée la paralysait. Elle avait déjà perdu Sophie, perdre Mark, c'était perdre le dernier semblant de famille qu'elle s'était construit après le divorce. La maison, avec ses murs imprégnés de souvenirs, semblait se refermer sur elle, chaque craquement du plancher amplifiant son angoisse. Dehors, la pluie redoublait, un murmure incessant qui semblait la supplier de faire un choix, regarder ou fermer les yeux. Claire reposa la caméra, ses mains tremblantes. Une partie d'elle voulait tout ranger, prétendre que cette découverte n'avait jamais eu lieu, retourner à la routine rassurante des jours passés. Mais l'image de Sophie, seule sur ce lit, les épaules voûtées sous le poids d'un secret qu'elle n'avait pas partagé, s'imposait avec une clarté cruelle. Claire revit le visage de sa fille, ses traits tirés, ses yeux où brillait une peur qu'elle n'avait pas su déchiffrer. Non, elle ne pouvait pas détourner le regard. Pas cette fois. Mais la peur était là, tenace, enracinée dans l'idée que la vérité pourrait non seulement détruire sa famille, mais aussi la mémoire de Sophie, la transformant en une victime d'un drame qu'elle aurait pu empêcher. Dans un coin de son esprit, une question résonnait, aussi aiguë qu'un éclat de verre, si elle avait été plus attentive, Sophie serait-elle encore là? Le silence de la cuisine fut brisé par un bruit de pas au rez-de-chaussée. Mark était rentré. « Claire, tu es là » appela Théil, sa voix chaude, presque trop parfaite, glissant à travers les murs comme une caresse empoisonnée. Elle sursauta, la caméra lui échappa presque des mains. Son cœur battait à tout rompre, comme si chaque battement était un avertissement. Elle glissa l'appareil dans sa poche, son poids léger mais oppressant contre sa hanche. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait, mais une chose était certaine, la vérité, qu'elle le veuille ou non, avait déjà commencé à se frayer un chemin. La maison, autrefois un havre, était devenue une scène de crime potentiel, et Claire, malgré sa peur, se tenait au bord d'une enquête qu'elle ne pouvait plus ignorer. La pluie n'avait pas cessé, tambourinant sur les pavés parisiens comme un écho des pensées tumultueuses de Claire Dubois. Dans la cuisine, la caméra cachée reposait toujours dans sa poche, un poids aussi lourd qu'un secret inavouable. Après une nuit agitée, hantée par l'image de Sophie, seule et effrayée face à Mark, Claire savait qu'elle ne pouvait plus rester immobile. Mais l'idée de poursuivre, de plonger plus loin dans cette vérité qui menaçait de tout détruire, la paralysait encore. Elle avait besoin d'aide, d'une ancre dans cette tempête. C'est ainsi qu'elle se retrouva à pousser la porte d'un petit café de Montmartre, un lieu discret où l'odeur riche de l'espresso se mêlait au murmure des conversations et au tintement des tasses en porcelaine. Les murs, tapissés de vieilles affiches de théâtre, semblaient observer en silence, tandis qu'un air de Jacques Brel s'échappait d'un vieux jukebox, ajoutant une note mélancolique à l'atmosphère. Antoine Dubois, son frère aîné, était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. À 50 ans, avec ses épaules larges de maçon et ses mains calleuses marquées par des années de chantier, il portait une solidité rassurante, celle d'un homme qui avait toujours été là pour elle. Pourtant, ses yeux, d'un brun profond, trahissaient une inquiétude qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Claire s'assit face à lui, sa gorge serrée, la caméra toujours dans sa poche comme une preuve brûlante de ses doutes. « Antoine, j'ai trouvé quelque chose, dans la chambre de Sophie, » murmura-t-elle, sa voix tremblante, presque avalée par le brouhaha du café. Elle raconta tout, la caméra derrière le miroir, la lumière rouge clignotante, la vidéo où Mark s'approchait de Sophie avec des mots qui sonnaient comme des menaces voilées. À mesure qu'elle parlait, les souvenirs de Sophie revenaient, plus nets, plus douloureux. Elle revit sa fille, autrefois si vive, lisant Les Misérables sous la lampe de chevet, ses yeux brillants d'émerveillement.
Mais ces derniers mois, Sophie s'était éteinte, comme si une ombre l'avait engloutie. Antoine écoutait, immobile, son visage durcissant à chaque mot. Il posa sa tasse de café, le liquide noir ondulant légèrement sous le mouvement. « Tu te souviens de cet été, Claire, dit-il enfin, sa voix grave, teintée de regret. Sophie est venue me voir sur un chantier. Elle était bizarre, nerveuse. Elle m'a demandé si Marc était différent quand j'étais là. J'ai pensé qu'elle était juste jalouse, qu'elle avait du mal avec un beau-père. » Il secoua la tête, ses poings se serrant. J'aurais dû écouter. Claire sentit une vague de culpabilité l'envahir, mêlée de celle d'Antoine. Ils avaient tous deux manqué les signaux, ces silences de Sophie qu'ils avaient pris pour de l'adolescence. Mais maintenant, la caméra changeait tout. Elle était la preuve que quelque chose de sinistre s'était déroulé sous leur toit, et Antoine, avec son instinct protecteur, semblait déterminé à ne pas laisser sa sœur affronter cela seule. « Tu dois regarder les autres vidéos, Claire, dit-il, son regard planté dans le sien. Si Marc a fait du mal à Sophie, il faut le savoir. Tu ne peux pas te cacher, pas pour elle. » Ces mots, prononcés avec la fermeté douce d'un frère qui avait toujours été son roc, frappèrent Claire comme une gifle. Elle voulait protester, dire qu'elle n'était pas prête, que la vérité risquait de la briser. Mais l'image de Sophie, seule dans cette chambre, refusant de parler pour protéger sa mère, s'imposa à nouveau. Antoine avait raison, fuir n'était pas une option. Dans la culture française, où les liens familiaux sont sacrés, le devoir envers Sophie surpassait la peur. Pourtant, une question pesait, lourde comme le brouillard parisien, si elle découvrait que Marc était coupable, pourrait-elle supporter la vérité? Et si cette vérité révélait qu'elle, en tant que mère, avait échoué à protéger sa fille? Le café semblait soudain trop étroit, l'odeur d'espresso trop entêtante. Claire serra la caméra dans sa poche, ses doigts crispés autour de l'objet comme si elle pouvait en extraire du courage. Antoine tendit la main, effleurant la sienne, un geste simple mais chargé de cette solidarité fraternelle qu'il avait toujours soutenue. « Tu n'es pas seule, Claire. On va trouver la vérité, ensemble. » Ces mots, prononcés avec une conviction qui rappelait les héros de Victor Hugo, rallumèrent une étincelle en elle. Elle hocha la tête, le cœur battant, consciente que ce moment marquait un point de non-retour. Elle ne pouvait plus se contenter de douter, elle devait agir. Mais alors qu'il quittait le café, les pavés luisants sous la pluie, un frisson la traversa. Marc était à la maison, peut-être en train de préparer un autre dîner, son sourire masquant des secrets qu'elle n'avait pas encore percés. Chaque pas vers la maison la rapprochait d'un affrontement qu'elle redoutait, mais qu'elle savait désormais inévitable. Le crépuscule enveloppait la maison parisienne de Claire Dubois, baignant la chambre de Sophie d'une lumière pâle qui semblait hésiter à pénétrer. Les murs, ornés de gravures délicates et d'un portrait fané de la scène, gardaient les traces d'une vie interrompue. Après sa rencontre avec Antoine au café de Montmartre, Claire sentait une urgence nouvelle, un besoin viscéral de comprendre ce que Sophie avait enduré. La caméra, toujours nichée dans sa poche, était un rappel constant de la vérité qu'elle devait affronter. Pourtant, ce n'était pas assez. Antoine l'avait poussée à aller plus loin, à chercher des réponses dans les silences de sa fille. Revenue dans la chambre de Sophie, Claire s'arrêta devant le lit, ses doigts effleurant le couvre-lit en lin où Sophie s'était assise dans la vidéo. Une intuition, comme un murmure de sa fille, la guida vers le matelas. Elle souleva un coin, ses mains tremblantes fouillant l'espace sombre en dessous. Là, sous une latte de bois, elle trouva un carnet, relié d'un simple élastique, son cuir usé portant l'empreinte des mains de Sophie. Claire s'assit sur le sol, le carnet ouvert sur ses genoux, tandis que la lampe de chevet, ornée d'un abat-jour en verre dépoli, projetait des ombres douces sur les pages. L'écriture de Sophie, fine et précise au début, devenait chaotique à mesure que les entrées avançaient. 3 novembre, lut Claire, le cœur serré. Marc vient dans ma chambre quand maman est au travail. Il dit qu'il veut s'assurer que je vais bien, mais il reste trop longtemps, pose des questions sur l'école, sur les garçons. Ça me met mal à l'aise, mais peut-être que j'exagère. Maman semble si heureuse avec lui.
Chaque mot était une lame, taillant dans la culpabilité de Claire. Elle revit Sophie, ses yeux brillants lorsqu'elle lisait Les Fleurs du Mal de Baudelaire, sa voix douce récitant des vers dans le jardin. Cette enfant, si pleine de vie, avait porté un fardeau qu'elle n'avait pas partagé, par amour pour sa mère. Les pages suivantes révélaient une vérité plus sombre. 15 décembre, écrivait Sophie. Il m'a touché aujourd'hui, juste l'épaule, mais sa main s'est attardée. Quand je me suis éloigné, il a ri, disant que j'étais trop nerveuse. Il a dit que je ressemblais à maman au même âge. Ça m'a donné la chair de poule. Claire sentit une nausée monter, ses doigts crispés sur le carnet. Sophie avait noté chaque intrusion de Marc, chaque mot soigneusement choisi pour la manipuler, pour l'enfermer dans le silence. Une entrée, datée de janvier, la frappa comme un coup, j'ai trouvé la caméra derrière mon miroir. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est là, mais je suis trop effrayé pour l'enlever. Si Marc sait que je sais, il pourrait faire du mal à maman. Je ne peux pas lui briser le cœur, pas après tout ce qu'elle a traversé. Claire laissa échapper un sanglot étouffé. Sophie avait su, elle avait vu l'œil mécanique qui l'épiait, et pourtant, elle avait choisi de se taire pour protéger sa mère. Et si vous êtes toujours avec nous à ce stade, laissez un, ici, ou dites simplement, toujours là, dans les commentaires, nous les lisons tous. Les souvenirs affluaient, entrelacés de flashs douloureux. Claire revit Sophie, écrivant dans ce carnet à la lueur d'une bougie, son visage tendu, ses mains tremblantes. Ces moments, filmés par la caméra cachée, prenaient une clarté nouvelle. Dans une vidéo, datée de 3 jours avant sa mort, Sophie était assise à son bureau, les yeux fixés sur un livre de Simone de Beauvoir, mais ses mains serraient le bord de la table, comme pour se raccrocher à quelque chose de solide. Marc entra, sa voix douce mais insidieuse, « Sophie, tu es une bonne fille. Tu ne veux pas inquiéter ta mère, n'est-ce pas? Elle a assez souffert. » Sophie hocha la tête, le regard fuyant, et Claire, en regardant cette scène, sentit une colère sourde remplacer son chagrin. Sophie n'avait pas été seulement une victime, elle avait été une combattante, documentant chaque menace, chaque manipulation, dans l'espoir que quelqu'un, un jour, découvrirait la vérité. Mais le carnet révélait plus encore. Entre les pages, Claire trouva une note manuscrite, pliée avec soin, mentionnant un enregistreur numérique caché dans un conduit d'aération derrière le lit. Le cœur battant, elle rampa jusqu'au mur, ses doigts cherchant la grille métallique. Là, dans l'obscurité, elle trouva un petit appareil, pas plus grand qu'un briquet, avec une carte mémoire intacte. Sophie, dans sa peur et sa solitude, avait non seulement consigné ses pensées, mais aussi capturé les conversations de Marc. Une entrée précisait, « Il parle au téléphone tard le soir, quand il pense que je dors. J'ai tout enregistré. Si quelque chose m'arrive, maman, trouve cet enregistreur. » Claire sentit une vague de fierté mêlée de douleur. Sa fille, si jeune, avait été plus courageuse qu'elle ne l'avait jamais imaginé, portant le poids d'un secret pour protéger ceux qu'elle aimait. Cette découverte marqua un point de non-retour. Claire ne pouvait plus se cacher derrière la peur ou le doute. Le carnet et l'enregistreur étaient les armes de Sophie, laissées pour elle, un appel à la justice qu'elle ne pouvait ignorer. Dans la culture française, où le sacrifice pour la famille est une vertu profonde, l'acte de Sophie était une preuve d'amour déchirante. Mais il posait une question cruelle, un tel sacrifice valait-il la vie d'une adolescente? Claire, tenant le carnet contre sa poitrine, sentit une détermination nouvelle s'ancrer en elle. Elle devait à Sophie de poursuivre, de découvrir jusqu'où allait la noirceur de Marc. Mais alors que la nuit s'épaississait dehors, le craquement d'une porte au rez-de-chaussée la fit sursauter. Marc était là, quelque part dans la maison, et Claire savait que chaque pas vers la vérité la rapprochait d'un danger qu'elle ne pouvait encore mesurer. La nuit enveloppait la maison parisienne de Claire Dubois, transformant chaque recoin en un théâtre d'ombres menaçantes. Dans le salon, le hello s'y crépitait doucement, projetant des reflets rougeoyants sur une reproduction de Nymphéa de Monet accrochée au mur. L'odeur du bois brûlé se mêlait à celle d'un bouquet de roses séchées, vestige d'un dîner romantique que Marc avait organisé pour Claire il y a des mois. Mais ce soir-là, l'atmosphère était lourde,
presque suffocante, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Claire, le carnet de Sophie serré contre sa poitrine, fixait la porte d'entrée, attendant le retour de Marc. L'enregistreur numérique, découvert dans la chambre de sa fille, reposait sur la table basse, ses fichiers chargés de secrets qu'elle n'avait pas encore eu le courage d'écouter. Les mots de Sophie, griffonnés dans son journal, résonnaient dans son esprit, « Si quelque chose m'arrive, maman, trouve cet enregistreur. » Claire savait que l'heure de la confrontation était arrivée, un point de non-retour où la vérité éclaterait, coûte que coûte. Lorsque Marc franchit le seuil, son costume impeccablement repassé contrastait avec la tension qui durcissait ses traits. « Claire, tu es encore debout ?» demanda-t-il, sa voix douce, presque trop parfaite, comme celle d'un acteur jouant un rôle appris par cœur. Mais Claire ne voyait plus l'homme qui l'avait charmée avec des dîners aux chandelles. Elle voyait le prédateur qui avait hanté les derniers jours de Sophie. Sans un mot, elle posa le carnet sur la table, ouvert à une page où l'écriture tremblante de Sophie détaillait ses peurs. « Lis ça, Marc, dit-elle, sa voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en elle. Elle alluma son ordinateur portable, lançant une vidéo où Marc apparaissait dans la chambre de Sophie, ses mots mielleux dissimulant une menace, « Tu ne veux pas inquiéter ta mère, n'est-ce pas ?» Les yeux de Marc s'écarquillèrent, une lueur de panique traversant son regard avant qu'il ne reprenne son masque de calme. « Claire, c'est une méprise. » Sophie était troublée, tu le sais. Elle voyait des choses qui n'existaient pas. Mais Claire ne se laissa pas ébranler. Elle t'a enregistré, Marc. Elle savait ce que tu faisais. Elle brandit l'enregistreur, sa petite taille contrastant avec le poids de ce qu'il contenait. Marc éclata d'un rire nerveux, mais ses mains tremblaient légèrement. « Tu crois vraiment les délires d'une adolescente ?» lança-t-il, avançant d'un pas. Puis, comme si un voile tombait, son ton changea, devenant froid, calculateur. Sophie voulait tout détruire, Claire. Notre mariage, notre vie. Elle allait t'accuser de choses impardonnables. Il s'arrêta, son regard scrutant le sien, cherchant une faille. Puis, d'une voix basse, presque un murmure, « J'ai dû la protéger. » La protéger de toi. Claire sentit son sang se glacer. Protéger, répéta-t-elle, la colère montant. Tu l'as droguée, Marc. Tu as mis des cachets dans son verre et tu as écrit une fausse lettre de suicide. Le visage de Marc se durcit, toute trace de charme s'évanouissant. Elle m'a forcé la main, Claire. Elle était devenue un problème. Ces mots, prononcés avec une froideur clinique, brisèrent quelque chose en elle. Claire sentit une fureur nouvelle, alimentée par le chagrin et la trahison, la pousser à agir. « Tu l'as tuée, dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. Ma fille. » Marc avança, menaçant, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, la porte s'ouvrit à la volée. Antoine, alerté par un message urgent de Claire, surgit dans le salon, ses larges épaules remplissant l'encadrement de la porte. Ses yeux, habituellement chaleureux, brillaient d'une rage contenue. « Éloigne-toi d'elle, Marc, » gronda-t-il, sa voix portant la force d'un homme qui avait passé sa vie à construire des murs et qui n'hésiterait pas à les abattre pour protéger sa sœur. Ce qui suivit fut un chaos rapide. Marc, acculé, tenta de se défendre, saisissant une statuette en bronze sur la cheminée. Mais Antoine, avec la puissance d'un ouvrier aguerri, le plaqua contre le mur, faisant tomber la reproduction de monnaie dans un fracas. Les deux hommes luttèrent, leurs mouvements désordonnés faisant trembler les meubles, renversant une lampe en céramique qui éclata sur le parquet. Claire, le cœur battant, recula, ses doigts cherchant son téléphone. « Police, vite !» cria-t-elle en composant le numéro, sa voix perçant le tumulte. Marc, haletant, lança un dernier regard venimeux à Claire. « Tu ne comprends pas ce que tu viens de déclencher » siffla-t-il avant qu'Antoine ne le maîtrise complètement, le maintenant au sol. Alors que les sirènes de la police commençaient à résonner au loin, Claire sentit une étrange clarté s'installer en elle. La confession de Marc, arrachée dans ce moment de panique, confirmait ce que le carnet et les vidéos de Sophie avaient suggéré. Mais elle savait aussi que cette victoire était fragile.
Marc n'était pas seulement un homme qui avait trahi sa famille, il était un rouage dans quelque chose de plus grand, de plus sombre. Les enregistrements de Sophie, toujours dans l'enregistreur, contenaient peut-être les clés pour comprendre l'ampleur de ce mal. Claire échangea un regard avec Antoine, son frère, son allié, dont la présence solide lui donnait la force de continuer. Mais alors que les lumières bleues des voitures de police éclairaient la rue, une question lancinante s'imposa, jusqu'où Marc était-il impliqué, et qui d'autre connaissait ses secrets? La maison, autrefois un refuge, était maintenant une scène de crime, et Claire, malgré sa peur, savait qu'elle venait de franchir un seuil dont elle ne pourrait jamais revenir. Les sirènes de police s'étaient tues, mais leur écho résonnait encore dans l'esprit de Claire Dubois alors qu'elle quittait sa maison, désormais scellée par des rubans jaunes de la police judiciaire. La confrontation avec Marc, sa confession glaçante, avait transformé le salon bourgeois en une scène de crime. Pourtant, Claire savait que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Les mots de Sophie, gravés dans son carnet et capturés par l'enregistreur, suggéraient quelque chose de bien plus vaste, un mal qui dépassait les murs de leur foyer. Escortée par des officiers, elle fut conduite dans une maison de sécurité, un pavillon discret en périphérie de Paris, niché au cœur d'un paysage où les champs de lavande s'étendaient sous un ciel d'automne grisâtre. Les fenêtres, protégées par des volets métalliques, laissaient filtrer une lumière pâle, et l'odeur douce amère des fleurs contrastait avec l'atmosphère lourde de l'intérieur. Là, Claire rencontra deux femmes qui allaient changer le cours de sa quête, l'inspecteur Camille Moreau et l'agent Élise Garnier, de l'unité des crimes contre les enfants d'Interpol. Camille, une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants tirés en chignon strict, portait dans ses yeux la fatigue d'une carrière marquée par trop de tragédies. Elle s'assit face à Claire à une table en bois brut, un carnet de notes ouvert devant elle. « Madame Dubois, ce que vous avez découvert, ce n'est que la pointe de l'iceberg, dit-elle, sa voix grave teintée d'une compassion retenue. Élise, plus jeune, avec une énergie presque palpable, manipulait un ordinateur portable, ses doigts courant sur le clavier pour ouvrir les fichiers de l'enregistreur de Sophie. Les deux femmes, malgré leurs différences, partageaient une détermination farouche, un écho de celle qui grandissait en Claire. Camille, apprit-elle, avait perdu une sœur cadette dans une affaire jamais élucidée, une blessure qui la liait à Claire par un fil invisible de douleur partagée. Élise, elle, représentait une nouvelle génération, celle qui refusait de laisser les ombres du passé dicter l'avenir. Ensemble, elles formaient un rempart contre le désespoir qui menaçait d'engloutir Claire. L'enregistreur de Sophie, petit mais lourd de révélations, devint le centre de leur attention. Claire, les mains tremblantes, le posa sur la table, comme une offrande à la mémoire de sa fille. Élise lança le premier fichier audio, daté de décembre. La voix de Marc, claire et froide, s'éleva dans la pièce silencieuse. Elle devient trop curieuse, pose trop de questions, disait-il à un interlocuteur inconnu. Il faut peut-être passer à autre chose, trouver une nouvelle famille. Une voix rauque répondit, avec un léger accent du sud, tu deviens négligent, Marc. L'attachement est dangereux dans notre métier. Claire sentit un frisson la parcourir. Marc ne parlait pas seulement de Sophie, mais d'un système, d'un réseau organisé qui ciblait des familles comme la sienne, des mères vulnérables, des adolescentes isolées. Les enregistrements suivants révélèrent des noms, des lieux, des plans méticuleux. Un certain James Morrison, basé à Toulouse, semblait orchestrer des nettoyages pour protéger leurs opérations. D'autres noms un professeur, un prêtre, un homme d'affaires émergèrent, chacun occupant une place respectée dans la société française, une façade parfaite pour dissimuler leurs crimes. Chaque mot capturé par Sophie était une preuve accablante, un testament de son courage. Claire revit sa fille, seule dans sa chambre, enregistrant ses conversations au péril de sa vie, consciente que chaque mot pouvait être son dernier. Les larmes montèrent, mais elle les ravala, portée par une colère nouvelle. Sophie n'avait pas seulement documenté son propre calvaire, elle avait infiltré un réseau criminel international, un empire de prédateurs qui prospérait dans l'ombre. Camille, annotant chaque détail, murmura, « Votre fille était extraordinaire. Elle a risqué tout pour protéger d'autres victimes. » Élise, les yeux brillants d'admiration, ajouta, «
ces enregistrements, ils pourraient démanteler toute leur organisation. Mais la portée de ces révélations pesait lourd. Claire comprit que Marc n'était qu'un maillon, un rouage dans une machine bien plus vaste, où des hommes influents exploitaient la confiance des familles pour satisfaire leurs instincts. L'atmosphère dans la maison de sécurité devint suffocante, malgré l'odeur apaisante de la lavande qui flottait par la fenêtre entr'ouverte. Claire sentit une responsabilité écrasante s'installer. En poursuivant cette piste, elle mettait non seulement sa vie en danger, mais aussi celle d'Antoine, qui l'attendait dans une pièce voisine. Pourtant, reculer signifiait trahir Sophie, laisser d'autres filles tomber entre les griffes de ce réseau. Dans la culture française, où la communauté et la justice sont des piliers, cette lutte prenait une dimension presque sacrée. Mais une question la hantait, comment combattre un mal si profondément enraciné dans la société, déguisé en respectabilité? Camille, sentant son trouble, posa une main sur son bras. Vous n'êtes pas seule, Claire. Sophie a ouvert la voie, et nous la suivrons. Alors que la nuit tombait, les champs de lavande s'effaçant dans l'obscurité, un appel interrompit leur travail. Élise décrocha, son visage se crispant. Une menace contre votre frère, Madame Dubois, dit-elle, la voix tendue. Ils savent que nous avons les enregistrements. Claire sentit son cœur s'arrêter. Le réseau, alerté par l'arrestation de Marc, resserrait déjà son étau. La maison, censée être un refuge, semblait soudain vulnérable, chaque craquement du plancher amplifiant le danger. Claire serra l'enregistreur dans sa main, comme un talisman. Sophie avait donné sa vie pour ses preuves, et Claire savait qu'elle devait maintenant porter ce flambeau, coûte que coûte. La maison de sécurité, nichée parmi les champs de lavande en périphérie de Paris, semblait un refuge illusoire sous le ciel noir de cette nuit d'automne. Les volets métalliques vibraient légèrement sous les bourrasques, et l'odeur douce des fleurs, portée par le vent, ne parvenait pas à apaiser la tension qui pesait sur Claire Dubois. Les révélations des enregistrements de Sophie avaient dévoilé l'ampleur du réseau criminel dont Marc faisait partie, un empire d'ombre qui s'étendait bien au-delà de leur foyer. Mais cette vérité avait un coût. Quelques heures après l'arrivée de Claire dans ce havre précaire, un appel anonyme avait brisé le silence. Une voix rauque, teintée d'un accent indéfinissable, avait murmuré « Vous parlez trop, Madame Dubois. Votre frère pourrait en payer le prix. » Puis, un message d'Antoine, envoyé depuis son appartement, des intrus avaient forcé sa porte, laissant un avertissement peint en rouge sur le mur de sa chambre, « Ta sœur parle trop. Arrange ça. » Claire, assise à la table en bois brut, sentit une peur glaciale l'envahir, mais aussi une colère sourde. Sophie avait donné sa vie pour exposer ces monstres, elle ne pouvait pas reculer maintenant. L'inspecteur Camille Moreau et l'agent Élise Garnier, assis en face d'elle, échangèrent un regard grave. Ils savent que nous avons les enregistrements, dit Élise, ses doigts pianotant nerveusement sur son ordinateur. Ils veulent vous faire taire avant que nous ne les atteignions. Camille, dont le visage marqué par les années de lutte contre le crime trahissait une douleur ancienne, posa une main ferme sur l'épaule de Claire. Vous avez une chance de les faire tomber, mais cela demande du courage. Marc est en détention, mais il détient encore des secrets. Si vous l'affrontez, il pourrait parler. L'idée de revoir Marc, cet homme qui avait détruit sa fille et trahi sa confiance, fit frémir Claire. Pourtant, l'image de Sophie, écrivant dans son carnet sous la lumière d'une bougie, lui donna une force inattendue. Elle hocha la tête, la gorge nouée. Je vais le faire. Le lendemain, dans une salle de visite de la prison de Fresnes, Claire se tenait face à Marc, séparée par une vitre épaisse. L'homme, vêtu d'une combinaison orange, semblait étrangement intact, son sourire charmeur toujours en place, comme s'il jouait encore un rôle. Mais ses yeux, froids et calculateurs, trahissaient une tension nouvelle. Claire, un micro discret fixé sous son pull en laine, sentit son cœur battre à tout rompre. « Tu es venu me supplier, Claire, lança-t-il, sa voix douce mais teintée de mépris. Tu penses vraiment que les élucubrations d'une adolescente vont me détruire ? » Claire ignora la provocation, ses doigts serrant le bord de la chaise en plastique. Sophie t'a enregistré, Marc. Tes appels, tes plans. Elle savait tout.
Pour la première fois, une lueur de panique traversa le visage de Marc, rapidement masqué par un rire forcé. Tu bluffes. Une gamine ne peut pas comprendre ce que nous faisons. Mais Claire, portée par la mémoire de Sophie, ne fléchit pas. Elle sortit son téléphone, affichant une capture d'écran du carnet de sa fille, où les mots James Morrison, Toulouse étaient soulignés en rouge. Tu reconnais ce nom, demanda-t-elle, sa voix ferme malgré la peur qui lui tordait l'estomac. Le sourire de Marc s'effaça, ses mains se crispant sur la table. Tu ne sais pas dans quoi tu t'aventures, Claire. Ces gens, ils ne pardonnent pas, elle se pencha, son regard planté dans le sien. Ils t'ont déjà abandonné, Marc. Ils ont saccagé l'appartement d'Antoine hier soir. Ils pensent que tu es un maillon faible. Ces mots, soigneusement choisis, frappèrent juste. Marc, acculé, laissa échapper une rage contenue. Morrison n'est qu'un pion, cracha-t-il. Il y a aussi Leclerc à Lyon, Dupont à Marseille, et cet avocat, Berger, à Paris. Ils ne te laisseront pas vivre après ça. Chaque nom était une victoire, un fragment de l'empire criminel que Sophie avait commencé à démanteler. Claire sentit une étrange fierté l'envahir, mêlée d'une terreur grandissante. Marc, réalisant qu'il en avait trop dit, tenta de reprendre le contrôle, sa voix redevenant mielleuse. Claire, pense à Antoine. Pense à ce que tu perds en jouant les héroïnes. On peut encore arranger ça. Mais elle voyait Claire dans son jeu, ce même charme qu'il avait utilisé pour manipuler Sophie, pour la réduire au silence. Tu as tué ma fille, dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. Et je ferai en sorte que tout le monde sache qui tu es vraiment. Marc frappa la vitre, un éclat de colère brute traversant son masque. Tu signes ton arrêt de mort, siffla-t-il, mais Claire, soutenue par la voix silencieuse de Sophie, ne détourna pas le regard. En quittant la prison, escortée par un officier, Claire sentit le poids du micro contre sa poitrine, chaque mot de Marc enregistré pour Camille et Élise. Mais la victoire était amère. Les noms qu'elle avait obtenus au Morrison, Leclerc, Dupont, Berger représentaient des vies brisées, des familles détruites, et une menace qui pesait encore sur elle et Antoine. Dans la voiture qui la ramenait à la maison de sécurité, les champs de lavande défilaient sous un ciel chargé de nuages, leur parfum doux contrastant avec l'angoisse qui les treignait. La culture française, où l'honneur et la justice sont des piliers, exigeait qu'elle poursuive, mais à quel prix? Sophie avait payé de sa vie pour exposer ce réseau, Claire pouvait-elle supporter de mettre Antoine en danger? Alors que la voiture s'arrêtait, un message arriva sur son téléphone, un numéro inconnu, vous auriez dû vous taire. La menace, claire et froide, annonçait que la lutte était loin d'être terminée. L'aube peignait Paris d'une lumière douce, filtrant à travers les rideaux de lin de la chambre de Sophie, désormais vidée de ses secrets mais empreinte d'une présence intangible. Claire Dubois, assise sur le bord du lit, serrait le carnet de sa fille contre son cœur, les mots de Sophie résonnant comme un écho dans le silence, si tu lis ceci, maman, fais-les payer. Je t'aime. Les semaines qui suivirent la confrontation avec Marc avaient été un tourbillon de justice. Des raids simultanés à travers la France avaient conduit à l'arrestation de 12 membres du réseau, des hommes masqués par des façades respectables professeurs, avocats, pasteurs. Leurs noms, révélés par les enregistrements de Sophie, avaient secoué le pays, brisant le voile de silence qui protégeait leurs crimes. Claire, invitée à prendre la parole lors d'un colloque sur la protection des enfants au cœur de Paris, se tenait devant une foule de parents et d'activistes. Sa voix, tremblante mais résolue, portait le poids du sacrifice de Sophie. Ma fille a donné sa vie pour révéler la vérité, dit-elle, lisant l'ultime page du carnet. Elle nous a appris que le silence est l'arme des bourreaux. Claire était devenue un symbole, non pas de victoire, mais de résilience, incarnant cet idéal français de justice et d'honneur face à l'adversité. Sophie, héroïne silencieuse, avait sauvé d'innombrables familles par son courage. Pourtant, la douleur de Claire restait vive, un vide que la justice ne pouvait combler. La question persistait, lancinante, la vérité pouvait-elle apaiser la perte d'une enfant? Chaque mot prononcé, chaque regard échangé dans cette salle, était un pas vers la réponse.
Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour ne pas manquer nos récits d'enquête et de justice, où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, trouve toujours sa voie. Si vous pensez que ces histoires méritent de l'attention, pas de la pitié, de la sensibilisation, pas de l'exploitation, alors aidez-nous à les raconter avec dignité.